3 dossiers de candidature enregistrés à Elections Cameroun. Pour Serge Gauthier, c'est sans surprise, vraiment compte tenu de ce que vit le parti depuis plusieurs années. Même si au sein de l'UPC, on refuse de reconnaître et on n'admet pas qu'il y a désormais, on parle désormais de factions, il en existe plusieurs, difficile de compter aujourd'hui. On parle d'un parti supposé unir, rassembler. Pourquoi avec autant d'années de discorde, de dissension, c'est le thème de l'émission, on n'a pas pu s'asseoir, se réunir et décider d'une seule candidature à déposer en vue de l'élection présidentielle? Très bien, bonsoir à mes companélistes et à vos téléspectateurs. Je vais commencer par une boutade. Quand l'injustice s'érige en loi, la résistance est un devoir. Je vais recadrer les interventions parce que ce que monsieur a dit, je ne sais pas si c'est un journaliste ou c'est un militant de l'UPC. En tout cas, moi, journaliste politique, d'accord. Oui, parce qu'il a dit des choses très vraies. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir sur ce plateau ce soir. Je vais recadrer. Je vais recadrer par des éléments très simples. 1. L'article 11.4 du Code civil, qui prescrit que des conventions librement faites entre les parties ont force de loi entre celles-ci. 2. J'invoque l'article 90 056 du 19 décembre 1990 qui porte création des partis politiques. Et enfin, je vais invoquer le décret de janvier 2019 qui porte fonctionnement du ministère de l'administration territoriale. Vous savez, nous revenons de loin et la situation au Cameroun est tellement grave. Elle est tellement grave et explosive que je serais tenté de dire que 3 pays au moins nous parlent. 3 pays au moins nous parlent. Il y a le Zaïre, il y a le Centrafrique et il y a la Côte d'Ivoire. Des partis et des organisations, même certaines parties de la société civile, sont rentrés dans la brèche. Pour nous, à l'UPC, le problème, ce n'est pas un problème UPCiste. Vous comprenez? Parce que moi, je suis militant depuis 37 ans. OK? Donc, quand on y va, il faut y aller. Le Cameroun traverse une phase très dangereuse. Au Zaïre, tout le monde a cru que chasser Mobutu, c'était la solution. Ils ont chassé Mobutu, le Zaïre ne s'est pas remis. Jusqu'alors. En Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny est parti, il y a eu des querelles et autres successions, il y a eu une guerre civile. En Centrafrique, pareil. Nous, à l'UPC, nous demandons au peuple camerounais de se lever, de prendre conscience. Parce que chez nous, nous ne sommes pas que des hommes politiques, il y a des visionnaires, des gens qui ont de la vision. Nous n'avons pas 77 ans pour rien. Quand nous entendons toutes les distractions que l'on fait là aujourd'hui, avec rentrer dans un juridisme qui n'a pas de sens, faire des multiplications de candidatures. Monsieur a dit tout à l'heure que c'était un jeu tactique et stratégique du RDPC. Non, il n'a pas cité le RDPC. C'est de l'adversaire. Non, si ça vient de vous, allez-y, confirmez. Voilà. Et je le confirme. Je le confirme d'autant plus que l'UPC a été dissoute le 13 juillet 1955, rétabli le 25 février 1960. En 1990, il y a un problème. Retour au multipartisme, et je vous rappelle que l'UPC était l'un des rares partis qui a soutenu M. Biya de 82 à 83 dans sa querelle avec Aïdjo. Seul. En lui donnant, et il y a eu des promesses, c'est ainsi que certains de nos cadres sont venus ici. Dès qu'ils sont revenus, le régime a vite fait de les mettre en prison. Donc, nous sommes dans une logique d'éveil de conscience. Il faut avoir une vision globale de la situation. 1%
1% d'individus gèrent 99% des richesses de la terre. 1%. 4% sont leurs marionnettes. Je vais l'expliquer mieux tout à l'heure. Il y a 90% qui sont dans l'obscurité et 5% qui sont des éveilleurs de conscience, dont nous, à l'UPC. Les débats qui ont cours là, ce sont des débats oisifs, des débats superfétatoires pour endormir la conscience de l'électeur. Mais comment vous éveillez les consciences quand vous n'arrivez pas à parler d'une seule et même voix? Je vais y arriver. Vous avez la liberté de me couper à tout moment, hein, parce que je suis pas seul. Évidemment. Et puis, naturellement. Donc, je vous dis comment... ce n'est pas un problème maintenant focalisé sur l'UPC. L'UPC ne peut pas un point focal sur X individus. Nous ne personnalisons pas le débat. Nous sommes dans le cadre de la vision et de l'avenir du Cameroun. Le Cameroun traverse une période dangereuse. Mais vous parlez d'avenir, sauf que même au sein du parti en lui-même, l'avenir n'est pas certain. Non, non. Vous faites encore erreur, parce que vous ne connaissez pas... Non, on parle de plus... nous nous basons sur le fait qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs factions de l'UPC. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'UPC. Je vous le conseille de volonté parce que vous n'en êtes pas membre. Et dans ce cas, dans ce genre de cas, il faut appeler des gens qui savent de quoi il est question. Comment fonctionne l'UPC? Voilà, je vais vous dire. Pourquoi on est aujourd'hui 3 dossiers de Non, je ne vais pas inférer comme vous l'inférez. Je vais vous dire comment ça fonctionne l'UPC. Il faut bien qu'on aille droit au but. Tout à fait. Le désordre part de 1990. Quand au lieu de constater simplement que l'UPC existe, le système, les manœuvres dont il parle, ont fait que amener l'UPC à la légalisation, ce qui a posé un problème idéologique grave à l'intérieur de l'UPC, parce qu'il y avait des démarcations. Maintenant, l'UPC fonctionne comment? Chaque fois qu'il y a un sujet d'intérêt de portée nationale ou internationale, le comité directeur, qui est l'organe dirigeant de l'UPC entre deux congrès, doit s'asseoir et désigner son mandataire. Chaque fois qu'un problème est de portée nationale ou internationale, voilà, article 21 du règlement intérieur de l'UPC. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant, il se passe quoi? On a assisté à... j'ai évoqué des textes de loi tout à l'heure et même le décret de fonctionnement pour vous inciter à rentrer dedans, comprendre d'où vient le complot en ce qui concerne l'UPC notamment. Il y a le ministre désigne des responsables. Même l'arrêt de la Cour suprême ne le fait pas reculer. Donc, on est arrivé à un stade au Cameroun où il n'y a plus rien, ne marche plus. On marche sur la tête. La loi, elle est devenue, comme disait l'artiste, une sorte de loisir. On en fait ce qu'on veut. Bon, alors, comment vous voulez... L'UPC est l'hologramme réel de la situation du Cameroun actuel. C'est-à-dire que, mutatis mutandis, ce qui se passe dans l'UPC, c'est ce qui... Regardez, observez comment les gens se comportent. Les contre-valeurs ont pris le pas, surtout, qu'est-ce que je peux dire, le respect, la morale, tout est sens dessus-dessous. Donc, qu'est-ce que vous vous attendiez de ça? Et puis, quand il y a un système qui ne veut pas reconnaître qu'il est à bout de souffle, qui veut se régénérer par des méthodes de reproduction, mais écoutez, toi candidat, c'est même gentil. J'aurais pu déposer la mienne aussi, ça ferait 4, et puis d'autres encore. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça ce que... Nous voulons attirer l'attention. À l'UPC, on veut attirer l'attention sur le peuple camerounais. En partant du fait que, au Cameroun, la certification du vote, les gens ne connaissent pas la certification du vote au Cameroun. Il y a des votes primaires, le vote communautaire, le vote utilitaire et le vote révolutionnaire. Nous appelons le peuple camerounais au vote révolutionnaire qui fasse fi du vote communautaire et du vote utilitaire, parce que la situation est tellement grave qu'il faut gérer l'après 11. Je vous rappelle, pour terminer, qu'en 1992, il s'est avéré que le peuple était arrivé au même niveau qu'il est aujourd'hui, au niveau du refus de l'injustice et du matraquage. Le peuple s'était réveillé, il a agi, mais il a manqué de suivi. Toutes les conditions objectives sont là
pour opérer un changement de système. Seules les conditions subjectives manquent. Et c'est sur ces conditions subjectives-là que l'UPC attire l'attention du peuple camerounais pour dire, attention, nous vous aurons quand même prévenu si quelque chose arrive de grave, parce que quelque chose de très grave arrive. Monsieur en a parlé en des termes très capacité oui, de... merci. Roland Tapi, selon Monsieur Malangue Mayeke, il n'y a pas de problème UPCiste. Ce qu'on vit et ce qu'on voit dans l'UPC est causé par l'administration, l'administration territoriale justement, qui a pris sur elle de désigner les membres dirigeants de l'UPC, ce qui n'est pas conforme à la loi. Est-ce que on peut simplement s'arrêter sur ce qu'il dit pour conclure qu'effectivement il n'y a pas de problème au sein de l'UPC, même si tout ce qu'on voit et on vit dans l'UPC est du fait d'une ingérence de l'administration? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème UPCiste à la base? Je dois dire que je suis très, je vais dire, ébahi, non, touché par le fait que les militants de l'UPC s'évertuent à nier l'évidence. Le discours que M. Malangue, c'est ça? Malangue tient, Mayeke, désolé, tient exactement le même discours qu'un l'un de leurs militants a tenu hier sur ce plateau, M. Théodore Bon. Théophile Bon, qui estimait qu'il n'y a pas de problème du PC au Cameroun. En fait, ils sont en train de nous dire que si on voit 3 maisons au bord de la route, toutes peintes en rouge, et que le propriétaire de chaque maison a eu l'autorisation préalable de peindre sa maison, l'une en rouge, l'autre en blanc, l'autre en jaune, mais que par inadvertance, pour quelle raison tout le monde a peint la maison en rouge, vous qui passez, vous n'avez pas le droit de dire que les 3 maisons sont rouges. Vous n'avez pas le droit. Parce que lui seul détient, disent-ils, l'autorisation de peindre sa maison en rouge. Quels que soient les fondements qui font en sorte que les militants de l'UPC disent qu'il n'y a pas de problème, les faits restent têtus, malheureusement. Le constat est qu'à ce jour, auprès de l'ECAM, il y a au moins 3 dossiers introduits au nom de l'UPC. Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais ce sont les faits. Limitons-nous déjà aux faits. Qu'on le veuille ou pas, au niveau de l'administration, aujourd'hui, en fait, de toute façon aujourd'hui, il y a une UPC qui a pour représentant légal Monsieur Robert Bapoliport. Robert Bapoliport, reconnu par le ministre de l'administration territoriale. Il y a un UPC qui est dirigé par Madame Abiba, peut-être l'UPC qui est reconnu par la justice. Je ne sais pas s'il y a encore une autre UPC qui est encore à la tête d'une autre faction de l'UPC. Nous, journalistes, malheureusement, on ne peut que constater ce qu'il y a sur le terrain, le paysage médiatique. Quelle est la raison, ou bien vous reconnaissez ces autres factions ou pas? Ce n'est pas notre problème, nous constatons qu'il y a 3 factions. Maintenant, je peux comprendre qu'ils veulent à tout prix jouer à la politique de l'Autriche, c'est-à-dire que refuser de voir la réalité pour qu'elle n'existe plus dans leur tête. Même la politique de l'Autriche veut que quand il enfonce sa tête dans le sable, en pensant être à l'abri du vent qui est en train de passer, ce vent vient quand même l'emporter. Donc, la logique de dénégation dans laquelle les gens de l'UPC sont, je ne pense pas que ce soit utile. Il serait peut-être de bon ton qu'ils fassent ce qu'on appelle l'aggiornamento, un mea culpa global pour dire que vraiment, nous tous qui répondons au nom de l'UPC depuis longtemps avons presque trahi les idéaux de l'UPC. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Une fois que le porte-flambeau de l'UPC, Oumniobé, a été assassiné, il n'a pas fallu une semaine pour que celui qui était son bras droit immédiat se rallie au pouvoir immédiatement en disant, lui, il sort de la brousse, il n'était pas d'accord avec tout ce qui se faisait. Une semaine. Et à partir de ce moment, ce n'est pas parce qu'on avait tué Oumniobé que tous les autres leaders du parti
n'étaient plus dans la logique de Oumniobé, les Wandi et autres. Ils ont continué dans cette logique. Par contre, Maï Matip, qui était à côté de lui, a immédiatement dévié et allé se rallier au pouvoir parce qu'il pensait que non, maintenant, on a trop souffert en brousse et c'était pas la bonne voie, il faut qu'on sorte de là. De là, l'UPC a commencé à avoir plusieurs factions. Et même pour ceux qui étaient restés fidèles à Oumniobé, il y avait également des mésententes entre ceux qui voulaient qu'on prenne les armes et ceux qui voulaient qu'il y ait une revendication pacifique. Plus tard, les uns et les autres ont expliqué cela en disant que non, c'est le dynamisme dans toute organisation, il doit avoir des problèmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les militants de l'UPC veulent à tout prix croire que leur organisation n'obéit pas aux mêmes règles de toute organisation, qui a d'abord des problèmes en interne, qui naît, grandit, vieillit et a des problèmes à tout moment? Il y a un problème UPC. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le nier déjà, j'ai dit au moins par 3 faits. Il y a 3 candidatures au niveau des LECAN portant le label UPC. Et là, même quand on parlait de lettre d'investiture tout à l'heure, on ne sait pas effectivement si une de ces candidatures sera retenue parce que, et portant la lettre d'investiture d'un mandataire connu. Parce que jusqu'ici, n'oublions pas, le mandataire officiel connu par l'administration s'appelle Bapor Lipor, qui lui n'a pas investi de candidat parce qu'il soutient le candidat du RDPC. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Oui, vous vouliez réagir, vous n'étiez pas d'accord sur l'historique, le fait qu'après Oumniobé, le RDPC soit je vous concède volontiers la partie de l'histoire de l'UPC que vous venez de relater, mais permettez que je ne puisse pas laisser passer ce genre de truc. Maï Matip n'était pas le proche collaborateur de Oumniobé. Maï Matip était président de la JDC. Il s'est retrouvé aux encablures de l'endroit où ce qui s'est passé. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment vous comprenez, mais il est assassiné au moment où il est avec lui. Maintenant, appeler ça proche collaborateur ou autre chose, c'est ce que je voulais dire. Merci de me laisser continuer. Merci aussi. Vous avez donc tout fort là-dessus. Et puis, quand vous dites que après, il y a eu des tenants, vous avez manqué un épisode. Quand j'ai dit que l'UPC est un hologramme du Cameroun, peut-être que vous n'avez pas très bien compris, c'est le reflet de la société camerounaise, parce que c'est des Camerounais qui sont dans l'UPC. Et maintenant, il n'y a pas de déni de problème à l'intérieur de l'UPC. Il n'y a pas de déni. Vous savez à quoi vous faites, vous faites de la psychologie de synthèse là. Vous jouez un jeu dangereux qui contribue à enfoncer le Cameroun. Peut-être involontairement, parce que vous refusez de voir. Vous comprenez que la politique, ce n'est pas le roi bébé. Je vais parler vulgairement. La politique, ce n'est pas le roi bébé. Il faut avoir une vision en politique. Et puis, il y a des étapes, une révolution. On est à une étape. Quand on vous montre le doigt, vous montre la lune, vous regardez plutôt le doigt. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne regardez pas l'UPC. Les 3 candidats de l'UPC, c'est pour attirer l'attention. Même si ils sont mus par quelque chose d'autre qui relève de l'interne, oui, mais c'est pour attirer l'attention du peuple, parce qu'il y a péril en la demeure. Et vous avez dit tout à l'heure que le représentant, le mandataire légal de l'UPC, vous avez cité un nom, mais monsieur, vous êtes journaliste. Mais c'est ce que démontre l'administration. Madame. On est toujours sur les faits, vraiment. Madame. Oui. Je vous ai cité la loi de 90, la loi 90-056 du 19 décembre 1990. On n'est pas un responsable d'une organisation politique par décret. C'est les textes qui régissent l'organisation qui en déterminent les responsables. L'UPC a tenu son dernier congrès en 2017. Le ministre de l'ATELA, il a pris acte en janvier 2018. Vous comprenez bien? Maintenant, si vers juillet 2018, il a fait un communiqué qui relève de la compétence, de sa compétence, c'est un communiqué qui a été retoqué tant par les juridictions inférieure que par la Cour suprême. Mais attendez, où est-ce qu'on nous a menés là? Bon, je comprends. Il n'est pas question ici de nous, à l'UPC. Notre problème, c'est lequel?
Notre problème, c'est lequel? Vous allez chuter par là. Notre problème, c'est d'attirer l'attention du peuple camerounais que nous allons aborder un virage très dangereux de l'histoire de notre pays. C'est compris. Serge Gauthier, il n'y a pas que l'UPC. On a cité à l'entame les grands partis politiques, l'UPC, le RDPC. Sur la liste des 7 partis ayant plusieurs dossiers de candidature enregistrés à Elections Cameroun, il y a un parti comme le Manidem. Il y a le parti Univers. On a eu l'une des candidates à la candidature du parti tout à l'heure au téléphone. Est-ce que ces partis-là, ceux qu'on peut classer dans la catégorie de jeunes partis politiques, souffrent de la même pathologie que l'UPC? L'UPC qui aujourd'hui dit que tout ce qu'on voit est du fait de l'ingérence de l'administration. Je ne suis pas là pour faire l'histoire. Je suis là pour je suis pas là pour rappeler l'histoire ancienne. Je suis là pour l'appréciation d'un fait actuel. Il y a une élection présidentielle. La loi stipule que pour qu'une candidature soit retenue, il faut qu'il y ait la pluralité des candidatures d'un même parti politique n'est pas acceptable. Est-ce que c'est bon pour l'image du Cameroun et pour ces partis politiques? Non. Maintenant, quand on va envoyer un message, on fait des communications. Il y a des stratégies en communication pour envoyer un message. On ne multiplie pas les candidatures pour les gonfler pour qu'elles atteignent 81. En termes d'efficacité, c'est maladroit. Je parle en tant que journaliste et quelqu'un qui a communiqué pour un appareil. Donc je parle en tant qu'ancien acteur politique. C'est une stratégie qui est maladroite. L'UPC aurait même pu, sur le plan objectif et pertinent, s'entendre ne présenter aucune candidature et dire c'est un message que nous envoyons parce que sur le plan historique, nous avons un lien fort avec l'indépendance du Cameroun, un ensemble de revendications pertinentes. En présenter 3, dévalue, dégrade le poids, l'image et le regard que le citoyen, la considération, voilà le mot que je cherchais, la considération que le citoyen, le Camerounais qui de temps en temps se réfère à l'histoire, se fait de l'UPC. C'est la première des choses. Donc vous pensez que la multiplication des candidatures là est une stratégie, véritablement une stratégie? Oui. Quand au niveau d'une faction de l'UPC, la présidente Abiba Issa a annoncé des sanctions justement à l'endroit de certains Pour l'UPC, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais je démontre en quoi c'est dangereux. Maintenant, pour les autres partis, je vous ai dit que c'est un jeu tactique en fonction des objectifs. Il y en a qui sont là pour régler des comptes. On vient d'avoir un cas clair. Il devait m'appeler, j'ai longuement travaillé, je me suis mobilisé, je me suis déployé, il ne me permettait même pas de dormir dans son salon. Et puis il y a eu des dépenses qu'il n'a pas couvertes, qu'il n'a pas pu rembourser. On ne dit pas, il a l'offre pertinente de la vision d'univers n'est plus connu, le programme n'est plus connu. Oui, il n'y a pas eu de congrès. Oui, il n'y a pas de congrès, on ne le dit pas. Vous voyez. Donc là, c'est une volonté, on voit là que de façon flagrante et manifeste que nous sommes dans la nuisance. Maintenant, il y a également, dans le cas par exemple du Manidem, il y a eu une querelle ancienne entre les deux leaderships, c'est-à-dire Dieudonné Yebga et Anissé Ekane, qui règlent des comptes. Mais maintenant, pour le parti qui est au pouvoir, c'est une aubaine. Parce qu'il faut le savoir, je le disais hier sur un plateau de télévision, le RDPC est paniqué. Je n'aime pas procéder à la stigmatisation, mais un secrétaire général adjoint d'un parti au pouvoir qui, parce qu'un candidat a procédé à a été investi par un parti autre que et qui fait 3 tweets alors qu'il n'a pas l'habitude d'en faire systématiquement autant pour même un seul sujet, c'est un indicateur de panique. C'est un indicateur de panique. Il aurait pu faire un seul, mais il en a multiplié 3. Ça veut dire qu'il y a une cristallisation de la tension, il y a une inquiétude. Maintenant, sur le plan tactique, Monsieur Ekane qui a accepté de faire investir, ou le Manidem, version Ekane qui a accepté d'investir un candidat, aurait dû prendre toutes les précautions. Espérons que son adversaire
son adversaire, qui est Dieudonné Yebga, n'a pas toute la documentation nécessaire. Il semblerait qu'il y ait un contentieux au tribunal avec un ensemble de décisions rendues ou pas. J'espère qu'il n'a pas un bureau exécutif, parce que je vous dis, c'est pertinent lorsqu'il y a des bureaux exécutifs avec des factions existantes. Lorsque les factions ne sont pas existantes et que tout le monde, les gens sont militants de la même organisation qui n'est pas éclatée, la question de la multiplicité des candidatures ne va pas se poser. Parce que, en principe, lorsqu'on appartient à une seule organisation, et Roland l'a dit tout à l'heure, il y a un mandataire. Il est unique ici. Et le mandataire, lorsqu'il y a un mandataire, vous ne pouvez pas vous auto-investir, vous ne pouvez pas contourner les procédures, l'itinéraire de mandature ou d'obtention de lettres. Ce serait flagrant. Et c'est ce qui va se passer, je pense, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, ce qui va se passer auprès de l'ECAM. Parce que la question de fond, c'est est-ce que la loi sera appliquée à la lettre? J'ai entendu le président du conseil, le directeur général de l'ECAM qui parlait lorsqu'il allait remettre, j'étais dans le taxi, j'écoutais votre radio dans le taxi, et je l'entendais dire que force doit revenir à la loi avec vigueur et rigueur. Je le paraphrase, pas exactement, mais c'est ça l'esprit. Voici ce qui va se passer. C'est comme lors des examens officiels. On procède par sélection d'admis ou d'échoués. On vérifie d'abord sur le plan de la conformité, parce que ce serait maladroit d'éliminer quelqu'un qui a un dossier incomplet à côté de celui qui a un dossier complet, d'éliminer quelqu'un qui a un dossier complet à côté de celui qui a un dossier incomplet, parce qu'ils appartiennent au même, ils ont déposé tous la même candidature. Il peut déposer le dossier incomplet juste pour nuire. Donc le principe préalable, ce serait d'abord, de vérifier que tous ceux qui appartiennent à la même organisation, si on prend le cas de l'UPC qui est sur le plateau Univers ou même le Manidem, est-ce que tout le monde, il y a un ensemble de pièces attendues? Est-ce que tout le monde les a entièrement et totalement déposées? Oui, ça fait donc ce que une candidature légale et officielle. Maintenant, que dit la loi? Comme nous avons 2 candidats, là on l'élimine. Mais si on a 2 candidats, dont l'un a déposé de façon entière, totale et complète le dossier, et que l'autre elle l'a juste pour lui, est-ce qu'on devrait, sur le principe logique, éliminer celui qui a déposé entièrement le dossier parce qu'il y a 2 listes? Ça peut aussi être un élément objectif aujourd'hui. Parce que, je vous ai dit, il y a des candidatures de nuisance. Oui. Et cette candidature de nuisance, c'est pour pousser le juge électoral et constitutionnel à appliquer la loi à la lettre et non pas en intelligence. Ici, je pense que l'application doit se faire d'abord, en même temps à la lettre, mais en intelligence, lorsque le critère commun, c'est ce que le code électoral dit, telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, est-ce que toutes les pièces sont là? Ça, c'est l'application à la lettre. Maintenant, qui parmi les 2 n'a pas? On devrait procéder à ça, parce que sinon, il y a beaucoup de partis, il y a des gens qui sont là, qui ont justement déposé, comme je l'ai dit, sur le plan tactique pour régler des comptes, pour donner des coups bas, pour donner des uppercuts de dernière minute. Et vous allez vous rendre compte que